Bonjour, mesdames, messieurs. Je tiens d'abord à remercier Dominique Kerouédan pour avoir accordé une place au Brésil dans ces colloques, mais surtout pour tout ce qu'elle nous a apporté à travers cette chaire consacrée à la géopolitique de la santé mondiale au Collège de France. Au long des cours et des séminaires de cette chaire, le professeur Kerouédan nous a offert une approche critique de la santé mondiale, en démontrant les ambiguïtés de cette notion, mais aussi les possibilités de réflexion et de débat qu'elle nous ouvre. Loin d'être exhaustive, ma communication se contentera d'offrir une vue d'ensemble de la politique étrangère brésilienne dans les domaines de la santé, ce qui ne va pas de soi, eu égard à la pluralité et l'hétérogénéité des acteurs nationaux, ainsi que la juxtaposition des enceintes internationales et des terrains de leur action. En échappant au débat académique et conceptuel, on comprend ici la politique étrangère tout simplement comme une politique publique, c'est-à-dire on parle de l'État et du gouvernement en action sur les plans internationaux. Cette définition ne vise pas à mépriser les acteurs non étatiques. Ce qu'elle permet est de reconnaître la politisation de la politique étrangère. C'est que la politique étrangère se déplace de plus en plus de son sens traditionnel, celui de l'expression des intérêts nationaux, dits évidents, ou permanent, qui serait placé à l'abri des changements majeurs et aussi de l'éventuelle virulence du débat politique. Se déplace donc vers une dynamique nettement perçue comme un ensemble de choix des gouvernements, pas toujours cohérents, et alors susceptibles aux coalitions, ententes entre les divers acteurs, disputes et même des marchandages des partis politiques ou d'autres. Lorsqu'il s'agit de la politique étrangère dans les domaines de la santé, le Brésil a su s'approprier de la notion de diplomatie de la santé, employée à plusieurs reprises par ses protagonistes et aussi par ses meilleurs analystes. On l'a souvent ajouté l'adjectif solidaire, diplomatie solidaire. Mettant à côté les vastes débats pluridisciplinaires sur les concepts de solidarité, on n'en retiendra pour l'instant qu'une acception élémentaire, puisée dans les droits. La solidarité est celle qui rend responsables les uns pour les autres et chacun pour tous. Selon Marie Bourriche, dans son ouvrage sur les instruments de solidarité en droit international public, la solidarité s'exprime aussi bien par des instruments de compensation, tels que les systèmes de préférences tarifaires ou de redistribution, que par des instruments de protection des intérêts collectifs, tels que les droits de l'homme ou le développement durable. Mais au lieu de vous offrir une liste complète et trop longue de ces instruments, ou même des sommets, des réunions, des projets, des initiatives et groupements auxquels le Brésil participe, j'essayais de répondre aux questions qui m'ont été posées par le professeur Kerouédan. Ce qui est c'est déjà un vrai défi et j'essaierai d'être à la hauteur. Tout d'abord, il faut dire quelques mots d'introduction sur le contexte général de la politique étrangère brésilienne, ce qui permettra, à mon avis, de mieux comprendre notre diplomatie dans les domaines de la santé. Ensuite, dans la première partie de ma communication, la question est de savoir ce qui pourrait différencier la coopération sanitaire brésilienne des autres coopérations bilatérales et multilatérales. On fera donc un bref aperçu de la coopération dite Sud-Sud, en particulier des partenariats avec la communauté des pays de langue portugaise, la CPLP, et l'Union des Nations sud-américaines, l'UNASUR. À la deuxième partie, on verra que bien au-delà de la coopération, le Brésil se concerte et agit au sein des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé,
l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ainsi que d'autres institutions et forums internationaux, où le Brésil propose une nouvelle gouvernance de la santé. On y retrouve donc les relations entre la santé publique et la propriété intellectuelle, la réforme de l'Organisation mondiale de la santé ou les déterminants sociaux de la santé, entre autres thèmes. En guise de conclusion, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse à la question centrale de ces colloques. Qui propose le Brésil pour que la vertigineuse ascension de la dénommée diplomatie mondiale ou globale de la santé soit vraiment capable de promouvoir l'amélioration des politiques et interventions sanitaires sur le terrain? Malgré les limites et les contradictions de sa diplomatie dite solidaire, il me semble que le Brésil y a un rôle à jouer, et même peut-être l'Amérique du Sud. Donc on passe au préambule. Lorsque Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, arrive à la présidence du Brésil en 2003, il met en marche une stratégie d'autonomie de notre politique étrangère par le biais de la diversification de ses partenaires, comme l'ont remarqué Tulo Vigevani et Gabriel Cepaluni. Toutes les références que je ferai dans ma communication seront disponibles dans mon article qui sera bientôt publié, je crois, au site, sur Internet, sur la page du Collège de France. Sans renoncer à ses relations privilégiées avec les mondes développés, le Brésil place les rapports avec les pays en voie de développement au premier rang de ses priorités et donne un nouvel élan à la coopération sud-sud. Ainsi, durant les 8 années de sa présidence, Lula a passé 55 jours en Afrique. Dans 28 voyages officiels, Lula a multiplié les répartitions diplomatiques et consulaires brésiliennes. Il a annulé des dettes bilatérales. Il a octroyé des prêts. Et il a fait proliférer les projets de coopération technique. En outre, le traité de Brasilia de 2008 crée l'Union sud-américaine des nations, l'UNASUR, regroupant 12 États d'Amérique du Sud. L'UNASUR est perçu par de nombreux acteurs comme le premier véritable contrepoids au pouvoir des États-Unis dans la région. Par ailleurs, malgré leurs différences colossales, les BRICS, les groupements Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se concertent pour chercher à influencer les négociations internationales. Entre-temps, le gouvernement Lula devient surtout une référence internationale du combat à la misère et à la pauvreté. Son successeur, la présidente Dilma Rousseff, donne suite et même intensifie cette politique dite d'inclusion sociale. D'après les données officielles, entre 2003 et 2012, 28 millions de Brésiliens auraient quitté la pauvreté absolue et 36 millions auraient grimpé à la classe moyenne. Au long de la dernière décennie, le Brésil a refusé tout alignement automatique au nord et a orienté sa politique étrangère, entre autres, par la quête de la démocratisation du système international et le développement de l'intégration politique régionale. Mais il n'abandonne point certains des objectifs majeurs de la diplomatie brésilienne, tels que la lutte obstinée pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies ou les efforts pour attirer des grands investissements étrangers. D'après Maria Regina Soares de Lima, le Brésil cherche donc à concilier deux différentes identités qui semblent souvent incompatibles. D'un côté, le Brésil est un État mécontent d'une gouvernance globale inéquitable, un pays apte à bâtir des alliances et à mener des stratégies aux forums mondiaux et aux enceintes multilatérales, souvent en défense des intérêts d'une grande partie des pays du Sud qui se trouvent dans l'impossibilité d'y participer pleinement. De l'autre côté, le Brésil est aussi un grand marché émergent, la 7e économie au monde, avide d'accueillir des grands événements planétaires et très soucieuse de sa croissance économique et de ses intérêts commerciaux. On ajoute, pour reprendre les mots de Camila Azano et Lúcia Nader,
qu'une plus grande visibilité dans la scène internationale semble parfois être devenue une fin en soi de la politique extérieure brésilienne. Par conséquent, tandis que certains parlent d'une diplomatie solidaire envers le Sud, d'autres y voient une diplomatie de prestige ou un impérialisme soft. Au bout du compte, malgré un certain repli diplomatique après l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, on ne saura douter, pour reprendre les mots d'Olivier Daben et Frédéric Luo, que dans un climat de morosité générale, le Brésil affiche en effet un dynamisme insolent. Il avance ses pions sans complexe, mais avec beaucoup de précautions sur l'échiquier mondial. Je fais un grand effort de synthèse parce qu'on a beaucoup écrit sur la politique étrangère brésilienne, mais je crois que ce préambule est très important pour comprendre notre diplomatie de la santé. Donc, parmi les modalités de coopération brésilienne, la coopération technique est celle qui mérite la plus grande visibilité. D'après notre ministre d'Affaires étrangères, Antônio Patriota, les partenariats avec les pays en développement sont devenus la pierre angulaire de notre politique de coopération technique, fondée sur des principes tels que la solidarité, l'absence de conditionnalité politique et économique, le renforcement des capacités de ressources humaines locales et l'adaptation des savoirs et connaissances aux réalités locales. Mais il faut dire aussi que le Brésil est toujours un grand récepteur de l'aide internationale. D'après l'Agence brésilienne de coopération, l'ABC, en décembre de 2011, 233 projets d'origine multilatérale étaient en cours, financés surtout par le PNUD et l'UNESCO. 7% de ces projets ont été destinés à la santé. Il y a aussi la coopération bilatérale que le Brésil reçoit et encore celle qu'on appelle trilatérale ou triangulaire. Par exemple, selon l'ABC, le Brésil participe actuellement des 79 projets de coopération triangulaire au bénéfice d'autres pays en voie de développement. Mais revenant à la position de prestataire, disons, de la coopération, le Brésil s'est très vite aperçu du rôle que la santé publique pourrait jouer dans l'offre de l'aide au développement. Ce matin, à l'ouverture de ce colloque, le ministre Laurent Fabius l'a dit, pour un gouvernement progressiste, il est naturel d'avoir une diplomatie de la santé. Dans les mots de Paulo Bus, grand sanitariste brésilien, on a découvert un trésor pour catapulter le Brésil dans le monde. Ainsi, la santé est devenue l'un des principaux domaines de la coopération technique brésilienne, à côté de la formation professionnelle de l'agriculture. Ensemble, ces trois secteurs représentent les 2/3 de notre coopération avec les pays en développement. L'investissement fédéral en coopération dans le domaine de la santé passe de 2,780 000 reais en 2005 à presque 14 millions de reais en 2009. Presque 10% du total des investissements brésiliens en coopération technique de la période 2005-2009 ont été destinés à la santé. D'après le ministère de la Santé brésilien, parmi les 107 projets de coopération sanitaire en cours dans l'année 2012, 66 avaient comme partenaires des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, donc 61,7%, dont la moitié en Amérique du Sud. 38 projets, les pays de l'Afrique, soit environ 35%, et 9 du Moyen-Orient et de l'Asie. La plupart de ces programmes concernent les banques de lait maternel, les HIV-Sida, la vigilance sanitaire et les sangs et les hémodérivés. Réputée un élément essentiel de la diplomatie solidaire du Brésil, la coopération en matière de santé engendre un rapprochement inédit entre les ministères de la Santé et les ministères des Affaires étrangères, surtout pendant les gouvernements Lula. Donc après cette longue introduction, je m'excuse, je crois que nous pouvons donc passer à la première partie
C'est la conception des coopérations au développement du Brésil, la coopération structurante de santé. On verra qu'est-ce que c'est cette coopération. Si la solidarité est l'un des principes fondamentaux de la politique extérieure brésilienne, elle est aussi l'âme du système unique de santé, le SUS, institué par la Constitution fédérale de 88, la Constitution démocratique après 20 ans de dictature, qui consacre l'accès universel et gratuit aux services de santé, reconnu comme droit de tous et devoir de l'État. Donc après 2 décennies de dictature militaire, lorsque les modèles bismarckiens de sécurité sociale ne couvraient qu'un quart de la population brésilienne, les SUS, le système unique de santé, est apparu comme une grande conquête de la société, surtout du mouvement dénommé Mouvement de la réforme sanitaire, qui réunit des grands sanitaristes brésiliens. Les SUS devient alors les systèmes publics de santé des plus larges portées au monde, avec un public potentiel de presque 200 millions d'habitants. Les systèmes uniques de santé s'orientent par 5 principes fondamentaux: l'universalité, l'intégralité, l'équité, la décentralisation et la participation populaire. Sa gestion comprend la coparticipation de tous les acteurs concernés grâce à la création des conseils et des conférences de santé, professionnels, population, gouvernement. En dépit du sous-financement récurrent du SUS, de la montée en puissance du système d'assurance privé et des graves dysfonctionnements qui en découlent, le Brésil affiche des progrès considérables dans les domaines de la santé. Selon le ministère de la Santé, on aurait atteint les objectifs du millénaire, et c'est là 3 ans avant l'échéance de 2015, en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que dans la lutte contre le paludisme et d'autres maladies. Entre autres réussites, les SUS auraient battu les records mondiaux des greffes d'organes avec 24 400 opérations publiques et gratuites réalisées dans les 3 dernières années. Donc c'est dans cette doctrine et dans ces pratiques du système unique de santé qui préconise la couverture universelle, intégrale et équitable de la santé, qu'à mon avis, on retrouve les fondements de la coopération structurante en santé, une notion développée par le Brésil au long de la dernière décennie. Il s'agit d'une double innovation par rapport aux anciens paradigmes de la coopération. D'abord, elle se prétend une rupture avec la tradition de transfert passif des savoirs et technologies. Ensuite, sa clé de voûte serait la création ou le renforcement des institutions fondamentales des systèmes de santé des pays bénéficiaires, en tirant parti au maximum des capacités locales. Je l'ai déjà dit, mais il faut quand même répéter, elle refuse tous les types de conditionnalités. 5 directives guident cette coopération dite structurante. D'abord, la priorité est accordée à la coopération horizontale. Les projets ciblent surtout le développement des capacités dans les pays bénéficiaires. Les initiatives se coordonnent sur le plan régional, ça c'est très important à mon avis. Les ministres de la Santé des pays partenaires se mêlent directement dans la construction du consensus. Et enfin, la coordination entre les portefeuilles du gouvernement est indispensable, ce qui permet surtout d'allier les poids politiques des affaires étrangères à l'expertise en santé. Pour Paulo Bus et José Roberto Ferreira, les modèles brésiliens seraient participatifs, démocratiques, inclusifs et larges, capables de comprendre les déterminants sociaux de la santé et les politiques intersectorielles. Qui est à la tête de cette coopération dite structurante de santé? Les acteurs sont nombreux, apportant chacun ses valeurs, sa grammaire et ses demandes. D'ailleurs, cela n'est pas un privilège de la santé. De manière générale, la participation des nouveaux acteurs à la politique étrangère, autrefois monopole des affaires étrangères, défie les analyses. Nous sommes devenus incapables d'identifier avec précision les vrais locus institutionnels et les vrais auteurs de chaque décision en matière de politique étrangère. Une étude de Michel Raton Sanchez
et Cássio França sur les compétences des différents organes du pouvoir exécutif brésilien révèle une internationalisation accrue de son structure, qui se trouve à son tour à l'origine d'un niveau inédit d'horizontalisation du processus de prise de décision sur les questions internationales. Il me semble impossible de vous faire une liste complète des initiatives brésiliennes ou dont le Brésil participe qui auraient une incidence sur la santé mondiale. D'ailleurs, cela n'est pas mon objectif. Mais il faut le reconnaître, plus qu'y rendre difficile, laborieuse, une évaluation globale des résultats de la coopération brésilienne, la fragmentation de la politique étrangère, même si elle est la bienvenue, génère souvent des difficultés d'obtention et de traitement des données de différentes sources, surtout en ce qui concerne la possibilité de faire un bilan réaliste sur les financements et sur les résultats tangibles de la coopération brésilienne. Parmi les acteurs les plus importants de cette coopération, on retrouvera bien sûr les ministères de la Santé et des Affaires étrangères. Au sein du ministère de la Santé, une étude de Marco Sepic et Rômulo Paes de Souza nous permet de découvrir en détail toute la complexité de la coopération en santé au sein du ministère de la Santé, les disputes entre les acteurs, les organismes, etc. Ici, je me contente de remarquer les protagonismes du département des maladies sexuellement transmissibles, sida et hépatite virale, connu comme DST-Sida, ainsi que du cabinet international du ministère de la Santé, l'AISA. Mais on retrouvera surtout la Fondation Oswaldo Cruz, la puissante Fiocruz brésilienne, et l'Agence brésilienne de coopération, l'ABC, que j'ai déjà citée, liée aux affaires étrangères, responsable par la négociation, la coordination et le suivi de l'ensemble des projets de coopération technique brésilienne. Mais il y a beaucoup d'acteurs, des universités, des instituts publics. Paulo Bus explique la vocation du Brésil pour cette coopération. Il dit « Il y a 20 ans, nous étions dans la même situation, aujourd'hui expérimentée par ces pays. Nous sommes capables de la comprendre. » La coopération sud-sud s'oriente surtout par les agendas établis dans le cadre des alliances régionales et des plans stratégiques avec les partenaires. On commence par la communauté des pays de langue portugaise, créée en 1996, et à nos jours composée de 8 États, Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental. C'est un espace phonique institutionnalisé à l'image de ce qui font la francophonie ou l'hispanophonie. La coopération dans les domaines de la santé avec la CPLP a été un choix naturel du Brésil, facilité d'une part par la langue, la plupart des professionnels de santé des PALOP ne parlant que le portugais ou les langues locales, et d'autre part par les identités politiques, idéologiques et culturelles. Cette coopération a été encadrée par un plan stratégique qui a établi plusieurs axes. Pour faire vite, je parlerai de la priorité de cette coopération, qui c'est la formation des ressources humaines. Donc on va trouver ici, dans la coopération avec les CPLP, la mise en œuvre d'un réseau d'écoles techniques de santé, d'un réseau d'écoles nationales de santé publique, tout le décoordonné par la Fiocruz, la création d'un réseau d'observatoires des ressources humaines en santé et plusieurs d'autres initiatives de formation. Un groupe technique a été chargé de la coordination et de la mise en marche du PEX-CPLP. Le budget est modeste, 14 millions d'euros, mais ce qui est intéressant, c'est que 67% de ces fonds sont destinés à la formation de personnel de la santé. Donc, je crois que cette priorité accordée à la formation des ressources humaines nous permet de mieux comprendre la notion de coopération structurante de santé, qui cible les renforcements des institutions dites aussi structurantes de santé. Il s'agit de soutenir les autorités sanitaires nationales pour qu'elles soient capables de gérer les systèmes de santé de façon efficace, effective et durable, surtout grâce au développement des capacités de gestion et des prestations de services. On cible les ministères de la Santé
aider les ministères de santé, bien évidemment, mais cette priorité englobe aussi des organismes capables d'offrir une formation initiale au continu aux professionnels de santé, de produire ou de gérer des données utiles au processus de prise de décision. C'est-à-dire qu'au lieu de privilégier des programmes destinés à certaines maladies ou des programmes consacrés au combat de certaines vulnérabilités, cette coopération se tourne vers les éléments qui pourraient permettre des changements structuraux des pays bénéficiaires. En l'absence d'un bilan détaillé des résultats de cette coopération, je me contente de mentionner les conclusions d'une étude de longue haleine qui a été faite par Marco Torontegui sur 167 actes juridiques bilatéraux en vigueur entre le Brésil et les PALOP. D'après cette étude, il est vrai que cette coopération est horizontale, dans le sens qu'on ne retrouve ni conditionnalité, ni les endettements qui ont souvent caractérisé la coopération Nord-Sud. Cependant, les activités prévues par ces instruments se ressemblent à une voie à sens unique, puisqu'elles ne réservent à l'État bénéficiaire qu'une position passive, celle d'un récepteur d'aide. Après tout, la coopération Brésil-PALOP serait formellement horizontale et tacitement verticale. Selon l'auteur, cette verticalité implicite serait positive dans la mesure où elle pourrait déclencher un protagonisme dans l'avenir par le biais du renforcement des institutions locales, mais il est vrai aussi que ces instruments ne se dotent pas des mécanismes d'accountability, tels que la formulation des critères d'évaluation des activités, l'obligation de présenter des rapports de résultats, ou même les compromis de rendre publiques les démarches de suivi de cette coopération. Bon, pour faire court, je ne parle pas de la coopération sanitaire du Brésil avec d'autres pays d'Afrique, elle existe aussi, mais je ne veux pas dépasser mon temps, j'espère que vous allez me prévenir. Ah oui? Ah, c'est vrai? Bon, je crois que je vais passer donc aux conclusions, parce que là, il fallait parler de l'UNASUR. Ce qui est important lorsqu'on parle de l'UNASUR, c'est qu'on a répété les mécanismes de coopération avec les institutions dites structurantes, c'est-à-dire on a des réseaux des écoles techniques de santé, des instituts nationaux de santé publique. On a, disons, des priorités et des projets de coopération technique qui se ressemblent, mais nous avons surtout, lorsqu'on parle de l'UNASUR, la concertation des positions de ces blocs qui réunit 12 pays de l'Amérique du Sud, presque toute l'Amérique du Sud, aux enceintes multilatérales. Donc l'UNASUR commence à parler d'une seule voix, surtout à l'Assemblée mondiale de la santé. Ah, 15 minutes, vous m'avez fait peur. Mais de toute façon, je ferai plus vite. Je crois que j'ai dit les plus importants de la coopération. Ah, sur l'UNASUR, il faut parler quelque chose qui me semble très importante. C'est que l'UNASUR est un ensemble d'une très faible institutionnalisation. Il est très minimaliste du point de vue institutionnel. C'est une organisation intergouvernementale absolument axée sur la volonté des États. Donc, on n'a aucune supranationalité. On n'a même pas des organes permanents. Donc, ce qu'on a, en fait, c'est un secrétariat général siégé à l'Équateur. Et on a des conseils des ministres selon les sujets qui est traité par l'agenda de l'UNASUR. Mais c'est très intéressant d'observer que l'UNASUR a, dans la santé et la sécurité, les deux domaines où elle s'est plus développée. Donc, c'est les conseils de sécurité de l'UNASUR et les conseils de santé sud-américaine qui sont les volets, disons, les plus dynamiques de l'UNASUR. Et les conseils de santé sud-américains a créé un institut à Rio, l'Institut sud-américain des gouvernements, l'ISAGS, qui essaye donc de former une nouvelle génération
des décideurs en matière de santé. Donc, l'ISAX organise plusieurs initiatives, surtout de formation, mais aussi des réunions pour essayer de coordonner des positions, d'essayer de mener des stratégies conjointes dans les domaines de la santé mondiale. Et il est très institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il a un bâtiment, il a un personnel, il a un budget important dans le cadre de l'UNASUR. Et c'est très intéressant de constater, surtout moi, je suis spécialiste de l'intégration régionale, surtout je suis arrivée à la santé par la voie de l'intégration régionale. C'est très intéressant de voir un rôle du régionalisme dans la santé mondiale et je vais revenir à la conclusion. Je passe donc très vite à la deuxième partie. Ce serait la proposition d'une nouvelle gouvernance de la santé mondiale. Bien sûr, il faut parler du sida. Il y a quelques jours, dans The New England Journal of Medicine, Alan Brandt a écrit que lorsque l'histoire de l'épidémie de sida sera racontée, il va falloir reconnaître que la santé mondiale n'existerait pas telle qu'on la connaît sans cette épidémie de sida. Donc, évidemment, c'est très important et je crois qu'on va beaucoup parler de l'épidémie de sida dans ces colloques et on aura une table ronde sur les médicaments tout de suite. Donc, j'essayais de faire court aussi, mais il faut dire que le Brésil est l'épicentre de l'épidémie des VIH-Sida en Amérique du Sud. Il représente 57% de l'ensemble des cas de sida en Amérique latine et aux Caraïbes. En 1996, le Brésil a été le premier pays en développement à offrir gratuitement les soins aux personnes infectées par le VIH. Les études d'André de Melo Souza sur la politique extérieure brésilienne en face de l'épidémie du sida montrent que cette offerte universelle d'accès aux rétroviraux est la clé pour comprendre la position du Brésil sur la gouvernance globale de la propriété intellectuelle. Cela commence bien avant du gouvernement Lula. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de la déclaration de Doha. Donc on va en parler toujours cet après-midi. J'aimerais tout simplement rappeler que le programme brésilien est considéré comme un modèle de réponse à l'épidémie du VIH-Sida. Il conjugue étroitement une politique de distribution gratuite des médicaments et une politique de production pharmaceutique locale. Confronté au prix des marchés très élevés des antirétroviraux, des marques, le ministère de la Santé a encouragé le développement d'une production locale des médicaments génériques en mobilisant les laboratoires pharmaceutiques publics de l'État fédéral ou des États locaux, mais aussi les laboratoires privés qui fabriquent des génériques. Notre politique, notre programme pour les VIH-Sida a généré des conflits avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. Vous vous rappelez du cas de l'appréhension du Lavartin ici, aux douanes européennes, qui est à l'origine d'un contentieux à l'OMC, pas encore un contentieux, mais une réclamation de l'Inde et du Brésil par rapport à l'appréhension de ces médicaments génériques qui venaient de l'Inde vers le Brésil. Donc, c'est vrai que les modèles brésiliens n'ont pas échappé aux critiques. Surtout, j'aimerais citer João Biel. Il dit que la combinaison de l'activisme des patients, des intérêts de l'industrie pharmaceutique et des politiques de réforme de l'État brésilien ont conduit à un changement progressif du concept de santé publique, qui est aujourd'hui compris moins comme une prévention et soins médicaux que comme accès aux médicaments et aux soins fournis par la communauté. La santé publique aurait pris donc au Brésil de plus en plus une dimension privatisée et pharmaceutique. Bon, malgré ces critiques, il est évident que le Brésil a obtenu la reconnaissance internationale de nombreuses organisations, surtout l'Organisation mondiale de la santé, les programmes communs des Nations unies sur les VIH-Sida, l'ONU-Sida, mais aussi des grands financeurs tels que la Fondation Bill et Melinda Gates. Et il est évident que le Brésil est devenu un agenda setter
dans les domaines de la santé. On pourrait parler de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, où le Brésil a aussi eu un protagonisme. Je passe pour aller à la conclusion. Mais on a plusieurs initiatives en matière d'accès aux médicaments. On pourrait parler au laboratoire qu'on a aidé à créer au Mozambique. On pourrait parler plusieurs choses, mais je vais largement dépasser mon temps, donc j'essaie d'arriver aux conclusions. Peut-être un mot sur la position du Brésil par rapport à la réforme de l'Organisation mondiale de la santé, toujours dans cette deuxième partie sur la gouvernance mondiale de la santé proposée par le Brésil. Et ces propositions sont concertées avec l'UNASUR. Donc, je cite Maria Luísa Scorel, diplomate brésilienne chargée de ces négociations avec l'équipe du ministère de la Santé. Donc, les propositions brésiliennes pour la réforme de la santé, qu'il est noir de la réforme de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en discussion maintenant, très polémique. Les nords de la réforme devraient être le renforcement du multilatéralisme. Il faut de la transparence, une plus large participation des États membres. Le Brésil a beaucoup critiqué la vitesse du processus de réforme de l'OMS. D'après le Brésil, ça se doit aux intérêts des grands donateurs et pas aux intérêts des États du Sud. Les priorités doivent être de mieux déterminer la distribution des ressources. Il doit y avoir une plus grande interaction entre les sièges de l'OMS et les bureaux régionaux et nationaux. Il doit avoir une amélioration du dialogue de l'OMS avec la société civile, un plus grand dialogue aussi avec les agences du système onusien. Les priorités du point de vue du contenu de l'action de l'OMS devraient être la réduction des inéquités de santé dans tous les niveaux. La santé doit être vue comme un facteur de développement et inclusion sociale. L'OMS doit prioriser les déterminants sociaux de la santé et non les programmes spécifiques pour les maladies. Et elle doit parier sur les renforcements des systèmes de santé. À la dernière Assemblée mondiale de la santé qui vient de se dérouler à la fin mai, 3 pays de l'UNASUR ont été élus au conseil exécutif de l'OMS, l'Argentine, le Brésil et le Suriname. La contribution du Brésil au budget de l'Organisation mondiale de la santé a presque doublé. Elle passe de 1,6% à presque 3% du budget de l'OMS. Donc le Brésil va donner dans les prochaines 2 années environ 26 millions de dollars pour l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est un changement important parce que la proportion de la participation au budget de l'OMS a beaucoup changé cette année. J'aimerais parler des BRICS. On n'a pas le temps, mais je vais quand même vous recommander un article qui a été publié par Andrew Harmer qui s'appelle « BRICS Without Straw ». C'est une étude sur toutes les publications récentes pluridisciplinaires sur les BRICS. Et la conclusion de cette étude, c'est que d'abord, on a très peu étudié l'influence des BRICS sur la santé mondiale, il faut le faire. Deuxième, il y a une vision, d'après les auteurs, il y a une vision pessimiste, une vision optimiste de ce que les BRICS peuvent faire pour la santé mondiale. Mais la plus grande difficulté, même si on pourrait, avec optimisme, songer à une influence positive des BRICS sur la santé mondiale, la grande difficulté, d'après les auteurs, c'est de transformer les paroles en pratiques politiques. Ça, je crois que ça, c'est universel, n'est-ce pas? Mais bien, en guise de conclusion, un des buts de ces colloques est celui de réfléchir sur les décalages entre les discussions qui se déroulent à l'échelle globale et les réalités très mouvantes des terrains. Selon Marie-Claude Blais, la nouveauté des usages actuels de la solidarité, qui menace de la réduire à un slogan vide, c'est qu'elle s'est déconnectée de tout cadre d'application déterminé. Elle ne peut plus s'appuyer sur l'évidence des nations, pas plus qu'elle ne peut compter sur une conception claire du rôle de l'État.
La solidarité flotte donc dans les bains diffus de la société universelle du genre humain, pour parler comme les naturalistes classiques. La solidarité y puise sans doute un attrait supplémentaire, mais au risque de perdre toute effectivité politique. Dans ce sens, est-ce que le Brésil met en pratique une vraie diplomatie solidaire? Pour répondre à cette question, je pense à ce qu'a écrit Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire du Collège de France. Elle a écrit dans son livre, son nouveau livre qui est extraordinaire, Résister, responsabiliser et anticiper. Elle vient de le publier chez Seuil. Elle dit, devant les effets contradictoires de la mondialisation, on comprend pourquoi il ne suffit pas de réaffirmer les principes humanistes pour changer les pratiques et procéder au nécessaire rééquilibrage entre les valeurs marchandes et non marchandes, les biens privés et les biens communs. Encore faut-il répondre concrètement aux contradictions qui l'accompagnent. Je crois que le rôle du Brésil sur la santé mondiale dépend justement de notre capacité de faire face à ces contradictions. À mon avis, la clé est de devenir au système unique de santé, au principe du système unique de santé, c'est-à-dire une couverture universelle de la santé. Le Brésil ne se contente pas de la manière dont l'OMS et d'autres acteurs proposent la couverture universelle, simplement la couverture universelle de la santé. Ça ouvre la voie pour une vision des marchés. Donc, le Brésil propose la couverture équitable et intégrale qui caractérise son propre système de la santé. La Constitution brésilienne oblige nos négociateurs. Et la Constitution brésilienne consacre le seul paramètre de l'action brésilienne. Mais le problème, c'est qu'au sein de l'État brésilien, le système unique de santé est toujours une lutte. Nous sommes toujours en train de lutter pour affirmer le système unique de santé qui est menacé par les systèmes qu'on dit supplémentaires de santé, mais ce sont les assurances privées, c'est la privatisation de la santé au Brésil. Lorsque j'ai pris l'avion pour venir participer de ces colloques, une des polémiques plus virulentes au Brésil, c'était la proposition du ministre de la Santé d'ouvrir les marchés des professionnels de la santé, d'attirer des médecins étrangers. Et pourquoi? Parce que les recensements des professionnels de la santé, surtout des médecins au Brésil, a révélé qu'on a beaucoup de médecins, mais ils se concentrent dans les régions riches du Brésil. Donc, pour essayer disons, bouleverser cette situation, les ministères de la Santé proposent d'attirer des médecins étrangers, c'est-à-dire la circulation des professionnels de la santé. Mais est-ce que cette proposition s'oriente par les principes du système unique de la santé ou par les principes du marché? Est-ce que nous aurons des médecins sous-payés dans les systèmes privés de santé? Quel est le vrai objectif de cette proposition? Donc, il me semble que sur les plans national et sur les plans international, les tensions sont transversales, c'est-à-dire ce sont les mêmes tensions qui se reflètent dans ces contradictions internes et extérieures. L'ambassadeur Alain Rouquier, grand spécialiste de l'Amérique latine, dans son livre sur le Brésil, il pose la question de savoir si le Brésil deviendra la grande démocratie métissée et médiatrice dont le monde du troisième millénaire a besoin. Une profonde question qu'on n'est pas ici en mesure de répondre. Cette communication, enfin, ne prétend qu'être une très modeste contribution à la consolidation et surtout à la diffusion d'une pensée critique et d'une action citoyenne par rapport à la santé mondiale. Il s'agit, comme l'a dit Dominique Kerrouédan,
de placer ces grands sujets au cœur de la recherche, de l'enseignement, des politiques et des interventions sur le terrain. Tant nous souhaitons, dit-elle, voir accéder le plus grand nombre de personnes sur la planète à une vie moins insoutenable, aux droits les plus élémentaires, celui d'être en bonne santé et de contribuer à la marche du monde. Merci.